Bonsoir, c'est maintenant l'heure d'Audition Publique, notre rendez-vous en direct tous les lundis soirs sur LCP Assemblée Nationale, Public Sénat et Le Figaro. Une heure en direct donc de débat, de confrontation, d'interrogation. Et nous recevons ce soir Emmanuelle Wargon, bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire avec des dossiers précis à vous sur lesquels on va revenir, par exemple l'énergie, entre autres, mais pas seulement. On va retrouver aussi dans quelques instants mes consoeurs des chaînes parlementaires qui viendront vous interroger. Deux parlementaires aussi qui auront des questions très précises parce que ce sont des élus de terrain qui ont aussi des expériences et qui voudront vous en faire part. Et puis Yves Tréhard du Figaro qui viendra conclure l'émission avec ses questions à lui. Plus des questions des téléspectateurs que les téléspectateurs peuvent nous faire parvenir sur lefigaro.fr ou sur Twitter avec le hashtag Audition Publique ou Figaro Live. Je vais commencer par une première question. Je vais vous parler d'une femme qui s'appelle Isabelle Kocher, vous la connaissez, rare patronne du CAC 40 quand même. Elle est à la tête d'Engie, du groupe d'énergie Engie. Son mandat prend fin bientôt. La question est de savoir si elle va être renouvelée ou pas. L'État détient 23% des parts d'Engie. Est-ce qu'elle a le soutien de l'État pour un mandat supplémentaire ? Je connais Isabelle Kocher, j'ai eu l'occasion de travailler avec elle. C'est effectivement l'une des seules femmes dirigeantes du CAC 40. Et elle a pour elle une vraie vision de la transition écologique et une vision pour amener l'entreprise dans laquelle elle est, Engie, à l'après-carbone et à la mettre vraiment sur cette trajectoire. Donc déjà un bon bilan. Vraiment une vision forte et une capacité stratégique forte. Après, c'est une décision qui se prend au conseil d'administration. L'État est actionnaire, mais n'est pas le seul actionnaire. 23% quand même. L'État cherche le consensus au sein du conseil d'administration. C'est en train de décanter. Il y a eu un conseil la semaine dernière. Le conseil décisif sera, je crois, fin février. Et c'est le conseil lui-même. Elle a aussi besoin de la confiance de ses actionnaires. J'entends. Mais est-ce qu'elle a la confiance de l'État qui est actionnaire ? Encore une fois, l'État a dit qu'il n'irait pas contre les autres actionnaires et qu'il fallait un consensus global au sein du conseil d'administration, mais à titre personnel, c'est quelqu'un que j'estime. Et que vous soutiendrez ? À titre personnel, j'ai c'est bien quelqu'un compris. que j'estime. Parce qu'elle a quand même un sacré comité de soutien dans les Échos cet après-midi. Plusieurs personnalités ont signé en sa faveur. Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, Anne Hidalgo, Cédric Villani par exemple, qui disent, Yannick Jadot par exemple, qui dit exactement comme vous. Elle a un bon bilan, elle a su aller vers les nouvelles formes et sources d'énergie. Ça vous étonne ce comité de soutien ? Je crois surtout qu'il faut que la discussion reste dans le conseil d'administration maintenant. Son bilan est connu. D'ailleurs, le conseil d'administration a mandaté un cabinet pour faire l'évaluation de ce bilan. Il a maintenant tous les éléments pour décider. Et je suis confiante dans la capacité du conseil à décider. Et ce comité de soutien, ça vous inspire quoi comme réaction ? Encore une fois, je pense que la Jadot discussion doit rester plutôt au sein de l'entreprise. C'est une décision de management, de conduite d'une entreprise cotée. Et donc, je pense que la discussion est bien à l'intérieur de l'entreprise. Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, vous imaginez qu'il soutient une patronne du CAC 40 ? Bon, en tout cas, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que la transition écologique, la transformation écologique, on la fera avec les entreprises. Et donc, je trouve ça plutôt bien, moi, qu'Europe Écologie Les Verts, au-delà du cas particulier, reconnaissent que la transformation écologique, elle se fait avec les acteurs publics, avec les citoyens, mais aussi avec les entreprises, que les entreprises doivent s'engager et qu'il faut soutenir cet engagement. On va accueillir maintenant Tam Tranui de Public Sénat et Brigitte Boucher de LCP Assemblée Nationale. Bonsoir Tam et Brigitte. Bonsoir Francis. Fidèle au rendez-vous du lundi. On va commencer par ce qui fait débat en ce moment, Tam. C'est ce congé, cette proposition de créer un congé pour les parents qui subissent le deuil d'un enfant. Voilà, et d'allonger ce congé, et ça a fait l'objet un peu du couac de la semaine dernière. Il y a eu le rejet de cette proposition de loi par la majorité de La République En Marche à l'Assemblée, puis le rétropédalage au niveau du gouvernement, du président de la République. Tout de même, vous auriez pu vous passer de tout cela ? On a reconnu une erreur collective politique. C'est vrai que ce sujet est passé vite dans une niche parlementaire, une proposition de loi, et qu'on était dans une logique qui, en fait, n'était pas la logique de solidarité, de compassion nécessaire sur ce sujet. Et non seulement nous avons reconnu cette erreur, mais nous sommes prêts à retravailler, puisque vous le savez, le gouvernement souhaite que cette proposition de loi soit inscrite rapidement au Sénat. Elle le sera dès le 3 mars. Le Sénat est plus sage.
En tout cas, c'est la nouvelle étape du débat parlementaire. C'est plus sage que l'Assemblée Vous nationale. n'allez pas faire un nouveau texte, vous allez à cette attendre le passage occasion, au Sénat. à l'occasion de la suite normale de la vie législative de cette proposition de loi, on fera des propositions pour répondre à la question posée de la bonne manière, trouver une manière d'allonger ce congé à 12 jours et trouver les modalités de financement de cet allongement. Vous parlez vous-même d'une erreur collective, ça veut dire que vous assumez, vous, une part de responsabilité? En tout cas, en tant que membre du gouvernement, de la majorité, je pense qu'il faut qu'on se rende compte qu'à un moment, on est, pour des raisons diverses et variées, décalé par rapport à une prise de position et qu'on est capable de dire, voilà, on n'était pas forcément sur la bonne position, nous sommes en train d'évoluer. En fait, la question était aussi une question technique de savoir si ça devait être les entreprises, la solidarité nationale, etc. On l'a pris de façon peut-être un peu isolée. On la reprend vraiment dans toutes ses dimensions politiques, de solidarité humaine. Et on est capable de dire, bah oui, la copie n'est pas définitive, ne peut pas être définitive, mais là, ça sera modifié. Tout le monde est responsable finalement quand on écoute les coupable. ministres. Personne n'est coupable. Ça a quand même été adopté en commission. Il y a quand même un responsable gouvernemental qui fait le lien avec la majorité. Il y a quand même eu tout un système qui a failli. Oui et non, au sens où d'abord cette proposition de loi n'a pas été adoptée. Au moment du débat public, ça a permis de mettre les choses sur la table. Le gouvernement et la majorité disent aujourd'hui on est prêt à aller plus loin. Et du coup, on aura, j'espère, une sortie par le haut de cette question qui est un texte adopté. Donc ça ne se reproduira pas. À la douleur des familles, qu'on comprend tout à fait. Donc à la fois, c'est allé un peu vite et à la fois, il y a des cordes de rappel démocratique qui font que le débat a eu lieu et qu'il n'est pas fini. Un peu tard. Qu'il n'est pas fini. Quand vous entendez Emmanuelle Vergon, la députée La République En Marche, puisque vous évoquiez les entreprises tout à l'heure, du Var, Sereine, Mauborgne, déclarer c'est trop facile de s'acheter de la générosité sur le dos des entreprises, comment vous réagissez à ça? En fait, je pense que... Comment vous réagissez à ces propos? La question posée de façon trop petite, trop fermée, c'était si on le fait, qui finance? Je pense qu'il faut qu'on remonte à la question... Quelle est la logique? Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Comment est-ce qu'on accompagne des parents qui sont dans une situation vraiment de deuil qui est terrible? Et après, la question de savoir si ce sont les entreprises, la solidarité et comment, il faut la rediscuter. Vous entendez bien les mots. C'est trop facile de s'acheter de la générosité sur le dos des entreprises. Ça vous fait quoi comme... Et moi, Vous imaginez d'entendre ça? J'étais interrogative quand j'ai vu ce sujet se dérouler les quelques derniers jours. Moi, je suis heureuse d'être dans un gouvernement et une majorité qui dit voilà, on a fait une erreur collective, on va rectifier ça. Mais vous ne répondez pas à ces propos. Ça vous fait froid dans le dos ou pas? Mais on a tellement de temps de débat parlementaire, on a tellement de prises de parole que oui, moi, je ne formulerai pas les propos comme ça, je ne l'aurais pas dit comme ça. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi que vous refusez systématiquement toute initiative qui ne vient pas de vous? Est-ce que vous n'êtes pas un peu un parti clanique? Ce qu'on a vu arriver là, c'était aussi arrivé sur une proposition de loi d'Aurélien Pradié, par exemple, sur les enfants handicapés. Est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là aussi, accepter l'apport des autres? Je pense qu'il y a un certain nombre de cas dans lesquels on est capable d'avancer avec des propositions de loi de l'opposition. Moi, sur la rénovation énergétique des bâtiments, il y a eu une proposition de loi portée par Boris Vallaud. Je n'étais pas d'accord avec le mécanisme qu'il proposait, mais on a dit qu'on était prêt à tirer les leçons du débat sur l'évolution des aides à la rénovation. Donc il y a tout à fait des sujets sur lesquels on est prêt à construire avec l'opposition. On a d'ailleurs un certain nombre de textes, notamment sur l'écologie. C'était vrai pour la création de l'Office français de la biodiversité, c'est vrai pour la loi économie circulaire, qui finalement, après des débats parfois houleux, sont votés à l'unanimité. Brigitte, une dernière question alors, sur ce sujet. Du coup, Muriel Pénicaud dit on va faire un accompagnement psychologique, une prise en charge des frais d'obsèques, l'ouvrir aux fonctionnaires. Est-ce que vous ne tombez pas dans l'excès inverse, du coup? En tout cas, je pense qu'on a réalisé qu'on n'était pas, on ne répondait pas à l'attente des Français et que la position qu'on avait ne pouvait pas être la position définitive. Donc maintenant, on va chercher la bonne position de sortie, à la fois sur les 12 jours,
tant qu'à faire, autant traiter aussi la question des fonctionnaires, ça paraît légitime. Oui. Et même éventuellement, des indépendants, et éventuellement de voir le reste. Finalement, on ouvre un sujet qui est un sujet de société, qui est plus global, qui est l'accompagnement de ceux qui vivent, ce qui est probablement la chose la plus dramatique à vivre, hein, la perte d'un 12 enfant. jours, c'est suffisant quand c'est dramatique comme ça. On en rediscutera, du coup, ce sera l'occasion de rediscuter au fond. On n'oublie pas que vous êtes secrétaire d'État à la transition énergétique et c'est là-dessus qu'on va vous poser des questions, notamment à propos du coût de l'électricité. Et oui, effectivement, la hausse des tarifs de l'électricité, plus 4% en janvier, plus 2,4% en février, contrairement à l'an dernier où les tarifs avaient été gelés à cause de la crise des gilets jaunes. Est-ce que ce n'est pas le pouvoir d'achat qui va en prendre un coup ? L'année dernière, on avait gelé les hausses de tarifs, mais du coup, elles ont eu lieu plutôt au début de l'été. Et il faut finir de les étaler, et c'est la raison pour laquelle il y a une hausse en janvier et de nouveau une hausse en février. Mais c'est dur. Je reconnais que c'est dur. On est aussi à un moment où on a une baisse des tarifs réglementés du gaz. Alors, ce n'est pas la même énergie, ce n'est pas toujours exactement les mêmes foyers, mais les deux énergies n'évoluent pas dans le même sens. Mais surtout, on est prêt maintenant, sous l'égide d'Elisabeth Borne, à vraiment porter une vision de la réforme de la tarification de l'électricité et notamment de la manière dont EDF vend à ses concurrents pour ne pas se retrouver tous les ans confrontés à cette situation. Alors parlons-en de cela, puisque dans le même temps on voit qu'EDF est obligé de vendre moins cher à ses concurrents pour qu'ensuite ses concurrents vendent moins cher qu'EDF, tout cela pour ouvrir ce marché. Est-ce que vous n'êtes pas tout simplement en train de tuer EDF ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, on est en train d'essayer de trouver le bon positionnement d'EDF qui exploite le parc historique, notamment le parc nucléaire, qui doit pouvoir bénéficier non seulement aux abonnés d'EDF, mais finalement à tous les Français, parce que ça a été un investissement collectif d'une entreprise publique. Et donc on cherche la bonne manière de faire pour que cette électricité, vendue à son coût de revient qui est relativement bas par rapport au coût actuel de l'électricité, puisse profiter à tous. Et tout ceci dans un équilibre. C'est une usine à gaz, hein, quand même, votre histoire, là. Bah, tout est toujours compliqué. Ah bah c'est plus que compliqué. Brigitte vient de vous l'expliquer. C'est une usine à gaz. Et EDF vendra quand même plus cher que ses concurrents. Dans le nouveau système, EDF mettra sur le marché l'électricité nucléaire au coût de revient et après, le EDF distributeur, donc vis-à-vis de ses clients, rachètera au prix du marché comme les autres opérateurs. Et donc au contraire, on aura un système dans lequel on met à disposition de tout le monde l'électricité nucléaire à un prix qui est finalement assez modeste et après ce sont tous les concurrents et du coup ce sera plus neutre pour les Français de savoir à quel opérateur ils s'adressent pour qu'ils puissent choisir leur opérateur. D'autres augmentations sont prévues en mars, avril, mai, juin? Non, d'autres augmentations ne sont pas prévues en mars, avril, mai, juin. Alors on avait eu les coupures d'électricité sauvages, on se rappelle bien sûr ces opérations avec la CGT Énergie. Maintenant, elles déconnectent les compteurs, hein, ça a été le cas en Lorraine. Qu'est-ce que vous pensez de ces opérations qui sont des opérations d'électricité gratuite? Là pour le coup c'est populaire. Combien ça va coûter à l'État? Moi, je suis évidemment très hostile à toutes les opérations dans lesquelles il y avait des coupures de courant, qui d'ailleurs ont été assez dramatiques dans pas mal de cas, des cliniques, des services de secours ou des entreprises qui, en défaut d'alimentation, ont perdu leur stock. Mais globalement, moi, je suis défavorable aux actions dans lesquelles les salariés décident de ce qu'on fait avec l'électricité, soit en la coupant, soit en la distribuant gratuitement. Le droit de grève est un droit constitutionnel, respecté, mais ça ne veut pas dire le droit de maîtriser l'outil de production et d'en faire ce qu'on veut et de décider qui va avoir accès à l'électricité, gratuite ou pas. On ne l'a pas chiffré à ce stade, mais en tout cas, sur le principe, moi, je ne peux pas y être favorable. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les empêcher ? En ce qui concerne les coupures, on a essayé de rétablir le plus vite possible. Là encore, ça n'est pas forcément un grand nombre de salariés qui mettent en place ces opérations, mais ces opérations, on ne peut pas les laisser se passer tranquillement. Oui, les électriciens et gaziers ont aujourd'hui un régime de retraite qu'on dit spécial. Est-ce qu'ils auront demain un régime spécifique ? L'objectif de la réforme des retraites, c'est bien d'aller vers l'universalité. Hein, c'est ce qu'on dit depuis le début et c'est bien la volonté du gouvernement. Le mai arrive vite. Non, il n'y a pas de mais. Il y a le fait que la discussion a lieu branche par branche avec chacune des branches qui aujourd'hui est dans un régime spécial. Là encore, elle a eu lieu avec la ministre Elisabeth Borne, plutôt pour discuter des modalités de transition et plutôt pour discuter de la manière dont on va appliquer la pénibilité, puisque la contrepartie de dire on va à un régime universel, c'est de dire tous les métiers pénibles, certains étaient reconnus dans des régimes spéciaux, d'autres pas, vont être reconnus pour ce qu'ils sont, pour permettre des dispositifs type carrière longue ou départ anticipé. Donc ils pourraient partir un peu plus tôt à la retraite. En fonction de la reconnaissance de la pénibilité. Encore une fois, ce ne sera pas le statut
qui sera le fait générateur, Mais on qui sera le recrée une forme déclencheur. de régime spécial pour les électriciens et gaziers. Non, les gens qui ont des métiers pénibles, qui travaillent en 3-8, qui travaillent la nuit, tous ces salariés-là, qu'ils soient aujourd'hui dans un régime spécial ou qu'ils soient simplement dans un régime classique de droit privé, il faut reconnaître que c'est plus dur, que c'est plus usant et qu'il faut pouvoir partir plus tôt. En revanche, Donc sur les le terrain- salariés des IEG qui sont dans cette situation-là ont vocation à rentrer dans le régime de pénibilité. Mais ce n'est pas la recréation d'un régime En spécial. revanche, sur le calendrier de mise en place de la réforme pour les électriciens et les gaziers, ce sera le même calendrier que tout le monde? Ou est-ce qu'il y aura des étalements, comme ça sera le cas par exemple pour les cheminots? Pour les régimes spéciaux, on a proposé aux organisations syndicales de rentrer dans une discussion sur l'étalement et la date d'entrée en vigueur. Donc on est potentiellement sur des dates différentes en fonction des entreprises et des situations, mais ça rentre dans la discussion syndicale. Tam. Alors on va parler de la centrale de Fessenheim, puisqu'on parle d'énergie. L'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, alerte et demande à EDF de produire un dossier technique précis pour la fermeture de Fessenheim. Est-ce que ça veut dire qu'on ne maîtrise rien ni sur la technologie, ni sur le calendrier pour savoir comment est-ce qu'on peut fermer cette centrale, cette fermeture tellement promise? Est-ce que c'est un saut dans le vide? Non, ça ne veut pas dire ça, heureusement. La fermeture de Fessenheim, elle avait été promise à de nombreuses reprises. C'est un engagement que le président de la République avait repris dans sa campagne. Ça fait partie des engagements que nous tenons, puisque nous allons vraiment fermer la centrale électrique de Fessenheim, en fermant le premier réacteur en février prochain et le deuxième en juin. Au moment où on arrête de produire de l'électricité à Fessenheim, on démarre les opérations de démantèlement qui, elles, ne sont pas pressées, qui vont prendre du temps sur le site. EDF a fait un premier dossier qui présente les opérations de démantèlement. C'est d'ailleurs aussi la première fois qu'on se lance dans une opération de démantèlement de ce type. L'ASN dit qu'il faut compléter le dossier. Je pense qu'elle est totalement dans son Où rôle. sont les manques? J'en sais rien parce que ça, c'est vraiment le dossier technique de l'ASN qui l'a rendu public aujourd'hui. C'est une discussion entre l'autorité de sûreté, qui est une autorité indépendante, qui garantit la sûreté des installations nucléaires, et l'exploitant. Mais ce que je peux dire, c'est que ce démantèlement prendra le temps nécessaire, qu'on n'a pas d'urgence particulière, et que bien évidemment, il sera fait dans des conditions que l'ASN juge satisfaisantes. Et si EDF doit compléter son dossier, EDF complétera son Et si dossier. ça doit retarder le calendrier, ça retardera le calendrier. Non, ce n'est pas une question de retard de Mais ça pourrait calendrier. retarder le calendrier. Non, parce que ce sont deux étapes différentes d'arrêter de produire et de démanteler. D'accord. Vous avez Et dit- ouais. juste pour finir sur Fessenheim, parce que c'est vraiment un point très important. Ce n'est pas une décision facile, cette décision, notamment pour les élus, pour les salariés. Moi, je pense aux salariés sur le site de Fessenheim, je pense aux sous-traitants. Et donc, cette décision, elle doit s'accompagner d'un projet de territoire, d'une capacité à retrouver de l'activité économique. Et c'est tout le travail qu'on fait depuis 2 ans. Donc, la fermeture de Fessenheim, elle a un côté technique, sous la responsabilité de l'autorité de sûreté nucléaire, et bien sûr que ce sera fait dans les règles. Et elle a aussi un côté revitalisation, développement économique, passage à des énergies renouvelables sur le site, sur lequel il y a encore beaucoup de travail. Et je voudrais rassurer les élus locaux et les salariés pour dire qu'on ne lâchera pas cette partie-là. Vous D'accord, dites que c'est la Brigitte. première fois qu'on démantèle effectivement une centrale nucléaire. Vous connaissez l'impact écologique que ça va avoir? L'impact écologique, d'abord, on va arrêter d'utiliser des produits nucléaires qui ensuite font des déchets nucléaires de haute intensité. Donc l'impact écologique, il est globalement positif dans la mesure où l'une des questions posées par l'énergie nucléaire, l'une des raisons pour lesquelles on veut passer de 72% à 50% de nucléaire dans notre mix électrique, c'est aussi que la question de la longue vie des déchets à haute intensité n'est pas vraiment réglée. Après, il y a d'autres pays dans le monde qui ont arrêté des centrales nucléaires. On a la capacité à le faire, à retraiter, à démanteler. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière, mais une vigilance forte. C'est ce que l'ASN nous dit. Avec un impact écologique sur des années quand même. Mais l'impact écologique, on l'a en ayant des sites. Progressivement, en fermant ces sites, on va aussi revenir à des énergies plus renouvelables, à un impact écologique plus faible. Pour l'heure, la France compte encore 58 réacteurs nucléaires en fonctionnement, répartis dans 19 centrales. Un certain nombre de problèmes de sécurité ont été identifiés, notamment chez les sous-traitants. Le président de l'autorité de sûreté nucléaire appelle justement à un ressaisissement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des failles dans la sécurité nucléaire en France ? Je pense qu'on a un système de surveillance en France qui est très exigeant, et c'est très bien ainsi. Donc c'est très bien que l'autorité de sûreté nucléaire appelle à la vigilance, pointe les sujets sur lesquels il faut que l'exploitant soit particulièrement attentif. Après,
Il n'y a pas de danger. L'autorité de sûreté nucléaire n'a pas pointé de sujet qui nécessiterait une action en urgence. C'est plutôt un appel général au moment où on espère avoir la mise en service du réacteur de Flamanville, l'EPR, au moment où on démarre le démantèlement de Fessenheim, au moment où on travaille sur le site d'enfouissement de Bure. C'est important de redire à la filière qu'elle doit respecter toutes les normes de sécurité et aussi retrouver de la compétence. Vous savez qu'on travaille avec Bruno Le Maire dans le comité stratégique de filière à continuer à garder des compétences qui nous permettront d'être efficaces sur la filière nucléaire, y compris dans les fermetures, dans le démantèlement et dans l'accompagnement global de cette filière. Emmanuel Macron est en Pologne aujourd'hui. Il a dit vouloir aider la Pologne à relever le défi climatique en développant la coopération dans le domaine de l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vendre du nucléaire à la Pologne? On a besoin de la Pologne pour avancer en Europe sur la transition énergétique et écologique. Vous savez que nous souhaitons que l'Union européenne se donne un objectif de neutralité carbone en 2050 et qu'on se donne un objectif ambitieux de réduction de nos émissions carbone entre 50 et 55% en 2030. Et la Pologne fait partie des États qui disent on n'est pas contre l'objectif, en général on trouve ça très bien, mais on pense qu'on n'est pas capable, notamment parce qu'il y a beaucoup de charbon, beaucoup de centrales à charbon. Donc est-ce qu'elles sont remplacées par des centrales nucléaires françaises? L'idée, c'est d'accompagner la Pologne dans sa transition énergétique si elle le souhaite. Après, il n'y a pas que le nucléaire ou le charbon. Nous, on est parti dans un développement fort des énergies renouvelables. C'est ça le projet qu'on propose à la Pologne? Mais on ne va pas faire un projet pour la Pologne à la place de la Pologne. On dit juste à ce stade à la Pologne, c'est important que vous soyez à bord, comme le reste des États de l'Union européenne, dans cette ambition d'aller vers une énergie plus propre, une électricité plus propre. On est prêt à travailler avec vous sur tout le mix énergétique pour trouver un mix énergétique qui vous permette d'accélérer la sortie du charbon. En France, nous, on ferme les 4 dernières centrales électriques à charbon. Là aussi, c'est difficile. Il y en a une à Gardanne, il y en a une en Moselle à Saint-Avold. On va y revenir à Gardanne parce qu'on voilà, donc, on a un élu du on Bouches-du-Rhône peut qui va arriver tout à l'heure. Partager l'expérience dans ce qui est facile et dans ce qui est difficile avec nos... Mais il faut le remplacer par quelque chose quand même. En France, on le remplace par des énergies renouvelables, c'est ce que nous dit RTE. En Pologne, encore une fois, je ne fais pas le mix énergétique de la Pologne à la place de la Pologne. Est-ce qu'on passe directement du charbon aux énergies vertes? Mais on peut y passer progressivement. Vous savez, l'Allemagne a fermé ses centrales nucléaires d'abord, plutôt déployé du charbon et maintenant ferme progressivement le charbon au profit des renouvelables. Donc c'est possible d'avoir un mix dans lequel il y a moins de nucléaire, moins de charbon et plus de renouvelables. Un peu de tout. Allez, une dernière question qui ne porte pas sur l'énergie. Vendredi dernier, le Conseil constitutionnel a dit qu'on ne pouvait pas vendre à l'étranger des pesticides dont l'usage est interdit en France, dans l'Union européenne. Quand est-ce que les industriels français vont devoir s'arrêter? Il y a 2 dates, 2022 prévoyait le projet de loi Egalim et puis 2025 disait le projet de loi Pacte. Où est-ce qu'on en est? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais d'abord, moi, je voudrais saluer cette décision du Conseil constitutionnel parce qu'au-delà du cas d'espèce, j'y reviens, le Conseil constitutionnel a réaffirmé ou affirmé un principe écologique très fort qui s'applique à nos textes, qui, je crois, est bien dans l'esprit de ce que le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a porté lorsqu'il a présidé la COP en France, la COP 21. Et donc, je pense que c'est important que le Conseil constitutionnel reconnaisse que l'écologie est un principe à part entière dans notre Constitution. Et passe même devant les intérêts économiques, ça a été écrit comme ça. Mais ce que vous demandez... Après, je n'ai pas la réponse à la date précise puisque la décision est récente. Le gouvernement, évidemment, va en tirer les conséquences et refaire un calendrier. Mais plus vite possible, quoi. Brigitte. Nous sommes le 3 février et 2020. il fait 27 degrés dans le sud-ouest de la France. Est-ce qu'on a perdu la bataille du climat? Alors, on sait que le réchauffement climatique existe, parce que les scientifiques nous le disent tout le temps. Le réchauffement climatique, c'est l'augmentation de la température moyenne. Ce n'est pas exactement la même chose que les pics de chaleur. C'est plutôt le dérèglement climatique. Mais on a vécu dans les 20 dernières années, entre 2000 et 2019, 15 des années les plus chaudes. Donc on voit bien que ça s'accélère. Et donc oui, notre combat, c'est un combat pour faire face à l'urgence. Non, ce n'est pas trop tard. Moi, j'aimerais passer au moins un message là-dessus qui est « c'est pas trop tard » parce que ça a déjà commencé. Ça a commencé sur l'énergie, on en parlait.
On a déjà à peu près 15% d'énergie renouvelable dans notre électricité, on va passer à 30%. Ça a commencé sur les transports avec des normes beaucoup plus fortes sur les voitures. Ça a commencé sur la rénovation énergétique des bâtiments. Là, on est en train de simplifier, d'améliorer toutes les aides. Ça commence sur à peu près tous les compartiments de la transition écologique. Donc c'est pas perdu, mais ça demandera du temps. C'est pas perdu. Il faut aller le plus vite possible et le plus loin possible et ensemble. C'est vraiment ça maintenant notre enjeu. Ensemble à l'échelle Merci. À l'échelle de la française planète. et à l'échelle internationale. Bonne chance. Merci Brigitte, merci Tam. Et à lundi prochain, bien évidemment. Merci beaucoup. On va accueillir maintenant les deux parlementaires qui attendent là en coulisses, qui ont leurs questions à eux. Merci beaucoup. Parlementaire, le temps qui s'installe, je vais vous poser une question de téléspectateur qui nous est arrivée là. Est-ce que vous soutenez Greta Thunberg dans sa croisade écologiste? C'est un citoyen payeur qui dit ça sur Figaro.fr, en rapide. Je soutiens Greta Thunberg dans son rôle de lanceuse d'alerte, parce que je pense qu'elle incarne vraiment la voix de la jeunesse et que les jeunes se reconnaissent en elle. Et du coup, je vous avoue que je ne supporte pas le mépris, les insultes, la condescendance vis-à-vis de Greta Thunberg. Après, je la trouve excessive dans ses messages, dans sa condamnation. Quand à longueur de discours, elle dit aux adultes présents dans la salle « vous n'avez rien fait », parce que ça rebondit sur la conversation qu'on venait d'avoir. En réalité, la transformation écologique, elle a déjà commencé et elle s'adresse à ceux qui sont vraiment en train d'essayer d'accélérer. Donc, j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus dans les solutions et pas uniquement dans l'interpellation. On lui enverra le message si elle ne regarde pas ce soir. Bonsoir Éric Diard. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Et bonsoir Guillaume Gontard. Vous êtes, vous, sénateur écologiste de l'Isère. On va commencer par vous, Éric Diard, parce que vous voulez poser une question sur un chantier qui est en cours. C'est la consultation citoyenne sur l'environnement. Oui, Madame la Ministre, je voulais vous parler un peu de cette consultation citoyenne sur l'environnement. Alors, moi, je fais partie de la commission des lois. Nous avons auditionné les membres, nous avons auditionné la coprésidente, Madame Tubiana. 150, c'est sa personne, planche actuellement jusqu'au mois d'avril. On a vu un petit peu différents sujets. Ça ressemble un petit peu à un grand brainstorming. Mais je partage un peu l'avis de la coprésidente, qui l'a dit en commission des lois. C'est bien, on fait travailler les citoyens, mais que va-t-il advenir? Même la coprésidente a des doutes sur l'issue de cette consultation citoyenne. Voilà la question et la réponse. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que ces 150 citoyens aboutissent à des propositions suffisamment concrètes et suffisamment détaillées pour qu'on puisse les mettre en œuvre. Si ces propositions sont législatives, nous avons dit depuis le début, elles seront soit soumises au Parlement dans un texte de loi, voire proposées à référendum en fonction du contenu de ces propositions. Pour que ça fonctionne, il faut que ces propositions soient suffisamment concrètes et précises. Parce que là, on est à mi-chemin, la prochaine session a lieu là dans quelques jours, et sur certains sujets, les propositions intermédiaires, et ce ne sont que des propositions intermédiaires, sont encore très générales. Je prends un exemple. Sur la partie se nourrir, qui est une partie importante pour la Convention, les propositions sont vraiment utiliser la politique agricole commune et sa réforme pour accélérer la transition agricole. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord, mais on est à un niveau de généralité qui est quand même assez élevé. Et donc ça, ce n'est pas une proposition législative. Mais je pense qu'il est... Ça ne peut pas être retenu comme proposition. C'est pas ça, c'est qu'on est encore à un niveau qui ressemble plus à une intention, à une orientation, qu'à une proposition concrète sur laquelle on peut décider oui ou non, ça devient un texte de loi. Donc le président de la République est allé les voir, vous l'avez probablement vu lors de la dernière séance, et leur a dit « Je me suis engagé à transmettre sans filtre au Parlement ou au référendum, mais je ne peux transmettre que des choses qui sont suffisamment précises et prêtes. » Et il s'est engagé à revenir vers les citoyens, les 150, en rendant compte de ce qu'il fera des différentes propositions en fonction de ce qu'il y aura dedans. Oui, sur cette question, la réponse me satisfait, mais c'est vrai que j'ai vu des propositions qui manquaient un petit peu de concret. Je ne sais pas, il y avait des choses, c'était un vaste brainstorming, ce qui leur passait par la tête, on faisait ça. J'avais du mal à voir certaines choses, comment aller se concrétiser. Quoi. Mais c'est l'enjeu des prochaines sessions, et il reste une session en février, une en mars, une en avril. Et donc l'enjeu des 3 sessions, c'est que les propositions décantent d'une certaine manière, jusqu'à devenir opérationnelles et peut-être moins nombreuses que le résultat du brainstorming intermédiaire. Guillaume Gontard, vous voulez interroger la ministre Emmanuelle Wargon sur les contrats de transition écologique avec les territoires. Ce sont des contrats signés entre l'État et certains territoires
pour faire de la transition écologique. Je resitue un petit peu. Allez-y. C'est ça. En fait, on parlait justement, je pense qu'on a besoin de concret, d'action, et c'est vrai qu'à travers les territoires, moi je suis persuadé que la transition écologique, elle se mettra en place à travers les territoires, au niveau des communes, des intercommunalités, des métropoles, et d'ailleurs on a transféré beaucoup de compétences là-dessus. On a eu les territoires à énergie positive, avec justement un financement derrière. C'est-à-dire, par exemple, pour construire des habitations. C'est ça, il y a eu des plateformes de rénovation thermique, autour de l'énergie aussi, avec des centrales villageoises. Enfin, il y a eu un certain nombre de choses très concrètes sur la transition écologique. Et bon, le gouvernement a souhaité tirer un trait sur ce qui avait déjà été fait pour repartir sur des contrats de transition écologique. Je crois qu'on a un peu plus de 60 qui ont été signés. Moi, ce qui me perturbe un petit peu, c'est que ces contrats, on a zéro financement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un redéploiement des financements existants, c'est un redéploiement de l'ingénierie existante, mais on n'a rien en plus, qui est un petit peu une habitude avec ce gouvernement. Et moi, du coup, j'avais une question. On a des financements, on a la taxe carbone, qui fait beaucoup débat, mais qui existe encore. Et est-ce que vous êtes d'accord à un moment donné pour dire fléchons une partie de cette taxe carbone, de cette contribution climat-énergie vers les territoires, concrètement, pour qu'ils puissent s'emparer. Et moi, je pense qu'il faut faire confiance aux territoires pour mettre en place cette transition écologique. Alors, la réponse d'Emmanuel Vargon. Plusieurs éléments de réponse. D'abord, sur les dispositifs précédents, on les termine, c'est-à-dire qu'on accompagne tous les territoires pour lesquels l'investissement a été promis mais pas encore fait. Et donc, toutes les promesses de financement de la période précédente seront honorées, alors même que ce n'était pas complètement budgété. Les contrats de transition écologique, on travaille dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est-à-dire au lieu d'avoir une enveloppe et de la répartir entre des territoires, on dit en fait on va mobiliser les financements existants de l'État. Alors, vous pouvez dire c'est du redéploiement, mais en réalité, ce sont des financements qui ne sont pas toujours utilisés ou qui ne sont pas toujours vraiment orientés sur ces sujets. On a 80 territoires qui sont rentrés dans cette logique de contrat de transition écologique. J'étais à Nevers aujourd'hui pour en signer un. Le plus petit doit faire 15 000 habitants, le plus gros doit faire 300-350 000 habitants. On couvre presque 10 millions de Français. On va investir 1,2 milliard d'euros dans ces contrats. Donc ça commence à devenir très significatif. 1,2 milliard d'euros, ce n'est pas 1,2 milliard d'euros de l'État. La part État sur ces contrats, c'est entre 10 et 40%, ça dépend du contrat. Le reste, ce sont des collectivités territoriales, ce sont des investisseurs privés, beaucoup. Et donc, ce sont ces différents acteurs qui se mettent d'accord. Mais franchement, pour y passer beaucoup de temps, je crois que je suis allée dans 30 territoires qui sont en train de signer un contrat de transition écologique, ils me disent tous... Pour une fois, vous ne nous imposez pas un modèle du haut, ce n'est pas normé. On travaille à partir de ce que nous souhaitons faire, nous. Et je crois que c'est une des valeurs ajoutées de ce dispositif. On entend effectivement ces choses-là, mais on entend aussi que pour mettre en place ces différentes mesures, mettre en place cette transition écologique, on a quand même besoin de moyens. Et que c'est vrai que pour l'instant, la taxe carbone qui finance une partie notamment du CICE, je ne sais pas si c'est la priorité. On parlait de Greta Thunberg, de donner, je ne sais plus à combien on est, 750 millions d'euros à Carrefour. Est-ce qu'on ne pourrait pas réorienter un petit peu d'argent justement sur cette transition écologique et directement sur les territoires? Rapidement. D'abord sur les projets sur les projets des contrats de transition écologique, moi je n'ai vu aucun projet aujourd'hui mûr sur un territoire sur lequel on n'arrive pas à faire le tour de table. En réalité, l'argent suit les projets. Après, oui, il y a une question plus globale de savoir comment on oriente l'argent du budget de l'État entre des investissements favorables à l'écologie et des investissements qui ne vont pas dans le bon sens. Et je vous rejoins sur ce point. On est en train de faire une revue des différents grands dispositifs de financement de l'État sur est-ce qu'ils sont verts ou pas verts. Et je pense qu'il faut qu'on aille au bout de cette logique, y compris aussi en trouvant la complémentarité entre l'argent de l'État, l'argent européen, notamment la Banque européenne d'investissement. CICE pour le mettre dans l'économie. En fait, la question, c'est pas tel outil. Non, mais c'est ce que vous disiez. La question pour moi, ça n'est pas le fléchage du CICE ou de la taxe carbone, c'est on prend le budget de l'État, on regarde si les investissements sur l'écologie sont suffisants, on va chercher l'argent européen, notamment la BEI et Green Deal, et on va éventuellement chercher aussi de l'investissement privé, parce qu'à un moment, on a besoin d'investissement privé. Citoyens sur à quoi sert cette taxe carbone. Je pense que ça, c'est important et on l'a vu. C'est autre chose, et on va parler d'abord du nucléaire, parce que tous les deux, vous voulez parler du nucléaire, c'est ce que vous m'avez dit, sauf que pas forcément de la même façon. En tout cas, Éric Viard a envie de vous en parler du nucléaire. Moi, je voulais vous parler du nucléaire. Bon, premièrement, je suis attaché au mix énergétique.
Je pense que premièrement, nous devons développer, nous faisons les énergies renouvelables, mais nous ne devons pas abandonner notre parc nucléaire et nous devons engager de gros investissements parce que le parc nucléaire vieillit et je pense qu'il y a aussi une possibilité de vendre notre électricité à l'étranger. Je prendrai qu'un exemple, 645 millions d'Africains vivent sans électricité et la croissance démographique fait que ça va s'accélérer. Donc il y a un potentiel marché et donc je défends fermement le nucléaire et les énergies renouvelables. Et moi je voulais poser une question à la ministre un petit peu rapidement sur ce projet Hercule EDF avec cette scission EDF distributeur d'énergie et EDF producteur d'énergie qui inquiète. Est-ce qu'on va vers une privatisation d'une partie et est-ce qu'on ne va pas continuer à augmenter les tarifs? Alors, je vais peut-être répondre d'abord sur la place du nucléaire. Nous, la position que nous avons prise, c'est ce qu'il y a dans le grand document de programmation qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est 50% de notre électricité d'origine nucléaire en 2035, sachant qu'aujourd'hui, on est à 72%. Donc ça veut dire moins de nucléaire. On ne s'est pas prononcé sur la poursuite après 2035. Il faut regarder différents scénarios, un scénario dans lequel on garde du nucléaire, un scénario dans lequel on peut aller à 100% d'énergie renouvelable. Et la discussion pour savoir s'il faut investir dans du nouveau nucléaire, c'est une discussion que nous aurons dans 2-3 ans, parce qu'elle n'est pas mûre. L'autre aspect de la question, c'est EDF, coupé en deux. Le réseau de distribution et la commercialisation. Est-ce qu'il faut craindre une privatisation? Non, il ne faut pas craindre de privatisation. Il n'y a pas de privatisation. L'idée, c'est plutôt de clarifier à l'intérieur de l'entreprise EDF ce qui est de l'exploitation finalement de notre bien commun, c'est-à-dire le parc existant. Et c'est ce dont on parlait il y a quelques minutes, le fait de pouvoir mettre sur le marché, en respectant les conditions de concurrence, l'électricité issue de ce parc existant, de séparer cette activité-là de l'activité de distribution qui a vocation à être une activité concurrentielle. Mais pourquoi couper en deux? Ça va rester une seule entreprise. Et puis EDF est aussi présent sur le marché des énergies renouvelables. Si ça reste la même entreprise? Le travail est en cours pour regarder les différentes hypothèses. Les décisions ne sont pas complètement prises. C'est pas sûr non plus, donc. Le gouvernement n'a pas encore fait d'annonce sur ce sujet, donc c'est un peu prématuré d'en parler. Mais le travail se fait en ce sens. Donc c'est pas sûr que ça se fasse? Ah si, ça se fait en ce sens? Le travail se fait, et donc tant que les décisions ne sont pas prises définitivement et annoncées, elles sont en cours d'instruction, et donc c'est un dossier en cours d'instruction. Ça va plutôt dans le sens d'une scission d'EDF en deux. Guillaume Gontard, vous voulez parler aussi du nucléaire, mais parce qu'il y a des problèmes de sécurité, dites-vous, liés à l'eau. Bah oui, plus globalement, c'est-à-dire que c'est vrai que le nucléaire, on dit que souvent c'est une énergie décarbonée. Bon, elle l'est pas de toute façon complètement, puisque je ne connais pas d'énergie qui soit complètement décarbonée. Par contre, elle est très grosse consommatrice en eau, puisque je crois que la moitié de l'eau consommée en France l'est pour le nucléaire, pour le refroidissement, qu'on a vu qu'il y a eu des réacteurs qui avaient été arrêtés cet été justement pour ces problèmes. Donc on a toute une problématique de sécurité liée à l'eau, et que souvent en amont, on a l'hydroélectricité, les barrages, qui moi me semblent quelque chose de particulièrement stratégique, à la fois pour la sécurité nucléaire et puis pour plein d'autres, et puis pour bien d'autres choses sur la biodiversité, etc. Et que justement dans ce projet Hercule, on parle beaucoup et on a beaucoup parlé de l'ouverture à la concurrence des barrages, de 150 barrages sur le territoire français, qui moi m'inquiètent beaucoup, particulièrement sur mon territoire, qu'on entend beaucoup de choses. Donc là, sur le projet Hercule, de temps en temps, on nous dit que ça sera regroupé entre le nucléaire et l'hydroélectricité. Est-ce que ça, vous pouvez nous le confirmer? Et en tout cas, quelle est votre position par rapport à cette place de l'hydroélectricité? Est-ce que vous souhaitez, comme moi, je pense, que cet élément stratégique reste sous le giron de l'État, ce qui me paraît, et que nos biens communs, bien sûr, qu'on garde la main sur nos biens communs? D'abord sur l'énergie, sur l'électricité, mais même sur l'énergie. Notre premier objectif, c'est la réduction de consommation. On n'en a pas parlé, mais avant de savoir comment on produit ce qu'on consomme, la meilleure chose à faire pour la planète, pour nos concitoyens et d'ailleurs pour le portefeuille, c'est d'aller vers des économies d'énergie. Une fois qu'on a dit ça, on va quand même avoir besoin d'énergie et donc nous, notre position, c'est d'avoir un mix plus ouvert, plus équilibré. Parce que moi, je vais vous suivre quand vous dites que chaque source d'énergie a ses avantages et ses inconvénients. Le nucléaire, moi je vous ai parlé des déchets, parce que c'est quand même une vraie question de savoir ce qu'on fait des matériaux en fin de vie. Il y a aussi la question du refroidissement des centrales, vous avez raison. Cet été, on a eu 86 départements en alerte sécheresse, et on a eu des inquiétudes
pour un certain nombre de centrales sur leur capacité à continuer à fonctionner. Pas des inquiétudes de sécurité du tout, mais des inquiétudes de capacité à fonctionner compte tenu du fait qu'un certain nombre de fleuves et de rivières, notamment la Loire, étaient basses. Donc on voit bien qu'on a absolument besoin de diversifier notre mix énergétique. Le deuxième aspect de la question, c'est sur les barrages. Oui, ça fait d'abord, c'est notre première source d'électricité renouvelable. En France, on a pris de l'avance, on a la chance d'avoir des cours d'eau qui ont été équipés, et c'est une source d'énergie renouvelable vraiment intéressante. Donc ça fait des années, et on a repris ce flambeau, qu'on discute avec la Commission européenne, et on va le faire avec la nouvelle Commission, pour rediscuter de la question de l'ouverture à la concurrence, pour être en capacité de garder la valeur que sont nos barrages, qui répondent à la fois à des besoins énergétiques, mais aussi à des besoins. Pour être simple, les barrages devraient rester quand même à majorité capitaux d'État. En gros, ce que je dis, c'est que quand on regarde ce que fait un barrage d'hydroélectricité, certes, ça produit de l'électricité, mais ça aide aussi à la régulation du cycle de l'eau. Dans un certain nombre de cas, c'est aussi un élément d'aménagement du territoire, parce qu'on a des bases de tourisme qui se sont installées sur les lacs. Et donc, quand on parle d'ouverture à la concurrence, il faut regarder tous les services rendus et pas seulement le prix du kilowattheure. Donc, on voudrait rediscuter avec l'Union européenne de savoir dans quelles conditions. On n'est pas totalement satisfait de la manière dont l'Union européenne voudrait ouvrir à la concurrence, et ça fait partie des discussions qui sont en cours. Mais ce sera ouvert à la concurrence quand même. En fonction des discussions qui auront lieu, on va respecter le droit communautaire, mais on souhaite l'aménager un peu. Un mot. Non, juste un mot, parce que vous dites que du coup on ira quand même vers l'ouverture à la concurrence, qu'on soit bien clair. On a tout à fait les possibilités, la France a tout à fait les possibilités, en déclarant juste d'intérêt général la production d'électricité par les barrages, de sortir de ces dispositions européennes et d'affirmer que c'est l'État qui gère ces barrages. Donc c'est du coup un vrai choix politique, et je ne suis pas sûr que vous fassiez le bon choix. Alors, pour l'instant, on en est encore au stade où on discute avec la Commission européenne. À un moment, je suis d'accord avec vous, il faudra se positionner. On n'y est pas encore tout à fait. Mais en tout cas, on ne veut pas aller bille en tête dans l'ouverture débridée. Madame la Ministre, un petit regret, vous avez parlé de la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est à la baisse le manque d'ambition sur la méthanisation qui est passé de 10 à 7%. Je le regrette parce que je pense que c'est une énergie qui est justement peu consommatrice de CO2. En fait, cette programmation pluriannuelle, on l'a mise en consultation, en première consultation il y a 1 an. C'est un document qui prend du temps à être adopté. Et parmi les grands changements qu'on a faits entre il y a 1 an et aujourd'hui, on a remis 2 milliards d'euros sur la méthanisation. On était à 7,9 milliards, on est maintenant à presque 10 milliards dans la programmation, justement parce qu'on s'est rendu compte que l'ambition était insuffisante sur la méthanisation. Alors, vous avez en face de vous aussi des élus locaux. Éric Diard, vous êtes élu des Bouches-du-Rhône, et vous avez chez vous la centrale à charbon de Gardanne, qui va fermer dans 2 ans, et vous aviez des questions à poser à la ministre là-dessus. Oui, Madame la Ministre, parce que vous êtes venue la semaine dernière. Vendredi. La semaine dernière. Oui, vous êtes venue la semaine dernière. Ça fait partie des 4 sites qui doivent fermer en 2022. Mais s'il y a un plan de conversion des solutions pour les 3 autres sites, à ce jour, je dis bien à ce jour, il n'y a pas de plan. Il y a des propositions des syndicats, des propositions des élus locaux, des propositions des associations. Vous avez dit que ça sera prêt pour cet été. Mais moi, pourquoi ce retard à l'allumage pour cette centrale et pas pour les autres? Mais vous attendez quoi comme réponse? J'attends que... Sur l'emploi, sur quoi? Sur l'emploi, sur la reconversion, ce qui s'est fait sur les autres centrales. Celle-là, il y a un retard à l'allumage. En fait, moi, j'ai envie de vous retourner la question. Parce que la raison pour laquelle on est moins avancé à Gardanne que dans les 3 autres sites, c'est parce que les élus locaux, tous les élus, que ce soit les maires, la métropole et le département et la région, se sont pas complètement emparés du sujet et n'ont pas vraiment travaillé un projet de territoire. Et moi, je salue les 2 maires, le maire de Gardanne et le maire de Meyreuil, qui, en novembre, ont dit « bon, il faut quand même qu'on s'y remette », et qui ont commencé à écrire un document qui est un document d'orientation sur les quelques axes de développement. Mais les projets de territoire, ça ne se fait pas depuis Paris. Ça ne se fait pas uniquement avec l'État. Les syndicats sont dans un conflit dur sur le site. Moi, j'ai reçu la CGT. Vous savez, la CGT manifestait devant la préfecture, la manifestation habituelle, du bruit, etc. J'ai dit, OK, moi, je souhaite les voir, donc j'ai reçu une délégation. Et à titre d'apaisement, j'ai accepté que l'État finance à 100%
une étude que les organisations syndicales et la CGT veulent faire parce que l'entreprise devait la financer, mettait un peu de temps à la financer. Et qui assure le reclassement de tous les salariés. C'est une étude pour réfléchir aux possibilités industrielles du site. Et de reclassement des salariés, de tous les salariés. Et du coup de reclassement. Parce que tout le monde. On a 2 questions posées sur les sites des centrales à charbon. Comment on accompagne les personnes qui sont frappées, qui vont perdre leur emploi? C'est évidemment une question extrêmement importante. On a des gens, on a des familles. Et quel est l'avenir du territoire? Les deux sont quand même liés, parce que quand vous savez que vous allez implanter une nouvelle usine, dans ce cas-là, vous pouvez vous demander comment vous accompagnez les salariés. À Gardanne, on n'est pas suffisamment avancé, aussi parce que les syndicats portaient un projet d'incinérateur dont les élus ne veulent pas. Et donc, pour sortir de ce blocage, on remet tout le monde autour de la table. Mais il faut être plusieurs pour avancer. Je renvoie encore la balle à Madame la Ministre pour lui dire la problématique vient aussi du millefeuille, j'allais dire, local. Vous avez parlé région, vous avez parlé département, vous avez parlé commune, vous avez parlé métropole et je vous rajouterai conseil de territoire. Vous voyez la problématique pour accorder tout ça. C'est vrai, mais sur d'autres territoires, on y arrive. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je vous repose la question. Les salariés de l'usine de Gardanne, de la centrale de charbon, seront tous reclassés? Non, je ne sais pas répondre à cette question pour l'instant. On a une usine à Gardanne qui produit de l'électricité à partir de biomasse, celle-là n'est pas mise en cause, et une unité qui produit à partir du charbon. Et ça va dépendre du projet de développement du territoire pour savoir comment est-ce qu'on peut proposer des possibilités de reclassement aux salariés. Mais le calendrier de la fermeture dans 2 ans, il est maintenu. La fermeture est toujours prévue d'ici à 2022. Et puis par ailleurs, on s'est engagé à prendre une ordonnance spéciale avec des mesures plus favorables de reclassement qui est en cours de discussion. Guillaume Gontard, vous vouliez parler des pesticides. Oui, un petit mot, puisqu'il y a un peu plus d'1 an, j'étais ici à la même table et c'était Stéphane Travers qui était à votre place. Et il nous avait expliqué que ce n'était pas la peine de mettre notamment l'arrêt du glyphosate dans la loi, puisque c'était une promesse présidentielle et que le président tiendrait ses promesses et tenait ses promesses. Et là, on vient d'apprendre, on sait que non, cette promesse-là ne serait pas tenue. Je pense que c'est, je ne sais pas si, en tout cas vous pensez que c'est une erreur politique, mais je pense qu'on a besoin d'avancer sur ce sujet-là et qu'on ne peut pas avoir un renoncement continuel. C'est de la même manière sur les perturbateurs endocriniens, sur l'ensemble des pesticides. Et c'est vrai que, encore une fois, je pense que cette question-là peut se traiter à l'échelon des territoires sur l'accompagnement de la transition agricole et comment on accompagne les agriculteurs. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait dans 2 ans justement pour accompagner cette transition agricole et qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant? Ce qu'on souhaite faire, c'est sortir du glyphosate le plus vite possible. À 100%? À 100%. La date de 2022, elle est difficile à tenir. On a des évaluations parlementaires d'ailleurs qui nous disent qu'elle est difficile à tenir, ça dépend des filières. Et au-delà du glyphosate, on souhaite atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est réduction de 50% des pesticides d'ici à 2025. Quand on dit ça, on voit qu'en fait, c'est une transformation complète de l'agriculture qu'il faut qu'on accompagne, que ça se fait plutôt par filière, parce qu'en fait, il y a des agricultures différentes qui ont des usages différents. Très concrètement, par exemple, on accompagne ce qu'on appelle les fermes défis. On a maintenant 3000 fermes, on veut monter à 10 000, qui testent des pratiques dans lesquelles on peut utiliser beaucoup moins de pesticides. Pour moi, la question, c'est la diffusion de ces pratiques, la diffusion des solutions entre la recherche, les fermes expérimentales et puis tous les agriculteurs dans toutes les agricultures. Et là, il faut qu'on aille le plus vite possible. Mais après, s'il reste 5% en 2022, on sera déjà content d'avoir fait 95%. On va remercier Éric Diard et Guillaume Gontard d'être venus sur ce plateau. Merci d'avoir posé des questions à Emmanuel Vargon, des questions très précises et qui intéressent tout le monde parce que, par exemple, le glyphosate, c'est effectivement... C'est des sujets qui intéressent tous les Français. Ainsi que Gardanne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés. C'est très important dans le sud de la France. Merci. D'être venus sur ce plateau. Merci. Et on va accueillir maintenant Yves Tréhard du Figaro. Bonsoir Yves. Bonsoir Francis. Carte blanche à vous face à Emmanuel Vargon, parce que vous avez écouté toute l'émission. Bonsoir Yves Tréhard. Alors, vous avez évoqué un sujet tout à l'heure, je vais exercer un petit droit de suite. Vous avez dit, février et juin, les 2 réacteurs de Fessenheim vont fermer. Oui. Très bien, mais il reste encore 2 ans d'ici à la fin du quinquennat. Combien de réacteurs après vont fermer d'ici à la fin du quinquennat? Ça, vous avez la réponse dans le document de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Pardon, j'ai pas tout lu.
Mais du coup, je vous donne la réponse avec plaisir. On a dit qu'on allait fermer 12 réacteurs supplémentaires d'ici à 2035. Et les fermetures sont positionnées plutôt à partir de 2025-2026, compte tenu du fait qu'on a besoin d'avoir la montée en puissance des énergies renouvelables pour ne pas fermer et importer de l'électricité. Mais c'est bien la première fois qu'on ferme, et Fessenheim, on ferme en 2020. Ça veut dire qu'on passerait de 73% à combien? 50%. Non, en fermant les 2 réacteurs, là. Franchement, je ne sais pas répondre à la question. Désolé, c'est une colle. Bon, non, alors, c'est pas grave. C'est pas le jeu. On vous en veut pas. Réforme des retraites, on n'en a pas parlé ce soir, c'est une très grosse réforme. On en a parlé un peu pour les IEG, les industries gazières. Un peu difficile à faire passer. La preuve, des centaines, des milliers d'amendements. Vous allez utiliser le 59.3 pour faire passer cette réforme? On est plutôt dans l'idée. 49.3, pardon. 49.3 pour les téléspectateurs, c'est une procédure accélérée qui consiste à ne pas faire voter les parlementaires. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Après, c'est sûr que 20 000 amendements dans lesquels c'est 19 000 fois le même amendement écrit un tout petit peu différemment pour qu'on n'ait pas de discussion groupée, c'est pas très constructif non plus si on veut discuter de la réforme au fond et faire valoir ses arguments. Ouais. Donc nous, on est prêts à avoir une vraie discussion parlementaire et une amélioration du texte dans la discussion parlementaire. Pas de 49.3. Mais là, en tout cas, la discussion, elle est partie pour être un peu mécanique avec des amendements qui s'enchaînent et des réponses qui s'enchaînent. Pas de 49.3. Non. Et la République En Marche votera comme un seul homme? Écoutez, il y a un débat parlementaire qui démarre, donc c'est normal qu'on attende le débat parlementaire. Il y a une commission spéciale qui s'est constituée, des députés qui travaillent d'arrache-pied. Donc, moi, je suis tout à fait confiante dans la majorité, mais on va attendre aussi de voir les avancées qu'on aura dans le débat parlementaire. D'accord. Alors, parce que dans la majorité, c'est un peu quoi qu'en stock. Un peu ce que... Non, vous ne trouvez pas? Cette histoire de congé parental enfin congé de deuil des parents en cas de décès d'un de leurs enfants, est-ce que ce n'est pas aussi la traduction du fait que vous n'écoutiez pas ou pas suffisamment vos alliés à l'intérieur de la majorité? Il s'agit, si ma mémoire est bonne, d'une proposition qui émanait de l'UDI. Je crois que c'est plutôt... Est-ce que vous écoutez suffisamment? Alors, sur ce sujet-là, sur le congé, le congé, on en a parlé tout à l'heure, je crois que c'est aussi... le défaut d'une procédure parlementaire qu'on a regardée d'un peu trop loin, un peu trop vite. Et encore une fois, on a reconnu qu'il fallait remettre le sujet sur le métier et le texte revient au Sénat. Après, moi j'ai vécu la crise des Gilets jaunes, j'étais coordinatrice du grand débat. Vous veniez d'arriver au gouvernement. Je venais d'arriver, ça nous a amené à l'acte 2 du quinquennat et je pense que c'est effectivement important d'écouter. Vous savez, moi je passe beaucoup de temps sur le terrain. Avec ces contrats de transition écologique, ça m'amène à me déplacer beaucoup. J'ai fait 30 signatures de ces contrats là, dans les dernières semaines. Donc je pense que c'est effectivement important que collectivement, on soit bien à l'écoute des Français. D'ailleurs, aujourd'hui, j'avais un comité d'accueil de syndicalistes à Nevers. Je leur ai proposé de les recevoir, je le fais systématiquement. On a parlé des retraites, y compris d'ailleurs des choses sur lesquelles on n'arrive pas à expliquer, parce que j'avais une dame qui me disait « mais si on ne calcule plus sur les 25 meilleures années, mais sur toute la carrière, c'est forcément moins bien ». Et j'ai essayé de lui expliquer que non, la règle de calcul changeait, donc ce n'était pas forcément moins bien. Parfois, vous voulez chercher les ennuis ou les polémiques quand même. Le président de la République qui pose avec un t-shirt, qui fait l'éloge, qui condamne les violences policières. Vous trouvez ça sérieux, vous? Le président de la République, il était au festival de la bande dessinée. Oui, enfin... C'était un moment aussi où, voilà... Parfois, on a du mal à vous suivre, Mme Belloubet, qui veut réhabiliter le délit de blasphème, et puis le président de la République qui, sous prétexte de liberté d'expression, va... défendre des dessinateurs qui condamnent les violences policières. C'est un peu bizarre. Quand on dit tous exactement la même chose, vous nous dites c'est insupportable, vous dites tous exactement la même chose. Quand on dit des choses un petit peu différentes, je parlais mal. Il y a quand même je dirais un ordre républicain. Non, mais le président de la République, il s'en est expliqué. Il a dit qu'il soutenait la liberté d'expression. Voilà, c'est pas plus que ça. Et Mme Belloubet, alors. Alors, Mme Belloubet a été suivie par Ségolène Royal, semble-t-il, qui s'est ce hier, sur le plateau de France 3, devant Francis Letellier, a répondu que c'est des propos qui viennent d'une jeune femme. Donc ces propos, c'était quoi? La condamnation des religions générales, et particulièrement de l'islam. Propos, Mila, qui était peut-être un peu vif, on dira. Vous avez été la première femme politique et homme politique, donc, à réagir sur Twitter, pas du tout d'accord avec Ségolène Royal, pour renvoyer cette jeune Mila à ses chères études qu'elle ne peut pas poursuivre parce que justement, elle est bien embarrassée depuis. Non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec Mme Royal parce que dans cette histoire, il y a une victime
et la victime, c'est cette jeune fille. Oui. Certes, elle a eu des propos excessifs, même stupides, sur les réseaux sociaux. Et de mon temps, quand j'étais jeune, quand on disait des bêtises, ces bêtises, on ne les montrait pas à la terre entière parce que les outils n'étaient pas là. Maintenant, quand vous dites des bêtises, tout le monde le sait. Elle a dit des choses bêtes, je ne soutiens pas du tout ses propos. Je crois qu'elle s'est rendue compte après, d'ailleurs, que son expression était maladroite. Simplement, ça a déchaîné un torrent de haine. Ça a déchaîné des menaces de mort, des menaces de viol. Elle ne peut plus suivre sa scolarité normalement. Certains disent que ce qui lui arrive, elle l'a bien cherché. Et donc voilà, pour résumer, on ne peut pas dire « je suis Charlie » après les attentats en disant « chacun a droit de dire ce qu'il ou ce qu'elle veut dire », y compris sur les religions. Le blasphème, le délit de blasphème n'existe pas en France. Et après, condamner cette jeune fille ou renvoyer les deux camps dos à dos. C'est une victime. C'est clair que ça lui servira de leçon, mais voilà, c'est une victime et moi, ma position, c'est une position de soutien. La gauche n'est pas à la hauteur dans ce genre de combat, justement, pour la liberté d'expression. Elle est contradictoire. Dans certains cas, elle est un peu contradictoire. Quand on est en position de parole publique, bien sûr, la première chose qu'on doit faire, la première chose que vous demandez aux hommes et aux femmes politiques, c'est de respecter les Français et les religions. Et donc, bien sûr qu'on est tous en position de respect, mais quand quelqu'un s'exprime de façon outrancière, si on n'est pas d'accord, on le dit. Si ça relève de la loi, on poursuit. Et sinon, on évite de menacer de mort. Donc je crois qu'il faut qu'on soit clair. Emmanuelle Wargon, vous serez candidate au municipal ? Moi, je suis en soutien dans tout mon département, qui est le Val-de-Marne. Je ne serai pas en tête de liste à Saint-Mandé. On a une candidate qui est une jeune femme talentueuse. Je n'ai pas encore totalement décidé si je suis sur la liste ou pas. J'aurai décidé d'ici la fin de la semaine. Dans quelle commune ? Ma commune, c'est Saint-Mandé. Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Franck Montaugé, bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste du Gers, vice-président de la Commission des affaires économiques. Vous allez réagir à différents sujets et notamment à cette opposition contre la réforme des retraites. Jusqu'à 19h, nous irons comme tous les jours et très régulièrement en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera aujourd'hui, vous le voyez, avec Fanny Conquis. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Steve Jourdain. Bienvenue Steve. On va prolonger avec vous cette question de la réforme des retraites. Les parlementaires fourbissent leurs armes et notamment ici au Sénat. On parlera retraite, obstruction parlementaire et référendum dans un instant. À tout à l'heure. Marie Brémaud est avec nous comme tous les lundis. C'est notre spécialiste Europe. Marie, bienvenue. Emmanuel Macron en Pologne. Un exercice d'acrobatie diplomatique, nous dit le Parisien. Oui, il va falloir réchauffer l'atmosphère. À ce point-là, on verra le détail avec vous. Marie-Pierre Bourgeois est également avec nous. Bienvenue Marie-Pierre pour la chronique des livres politiques. Votre lecture de la semaine, c'est ? Je vais vous parler d'un président qui se surnomme Folamour et d'un autre qui s'appelle Entrée, plat et dessert. Mais quel programme! Dans une demi-heure, notre grand débat. Nous reviendrons sur cette proposition de loi déposée aujourd'hui même par la majorité sénatoriale de droite et du centre. Elle vise à renforcer le principe de laïcité dans la Constitution. L'objectif étant de lutter contre le communautarisme. Possible aussi qu'il y ait une lecture plus politique à faire de cette initiative. On fera réagir nos invités. #ALPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. Mais d'abord donc cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les avocats, les médecins libéraux et d'autres, ça c'est ce qui se passe dans la rue. Mais il y a une autre bataille qui se joue cette fois au Parlement. L'examen du texte a démarré en commission avec les quelques milliers d'amendements qui l'attendent. On voit cela en détail avec Pierre-Henri Holderbaum. Nouveau jour de grève contre la réforme des retraites alors que les députés commencent l'examen du texte à l'Assemblée. À Paris, les professionnels de la santé ainsi que les avocats se sont mobilisés. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons, nous, par le CNB, déposé plus de 300 amendements, mais des amendements construits et constructifs pour notre profession. Les partis politiques ont déposé des amendements contre la réforme en général. Et après, ce que l'on craint, c'est que dans le volume qu'ils ont déposé, ça serve d'excuse pour envisager une utilisation du 49.3 de la Constitution. Alors que les amendements, à mon sens, doivent être utilisés de manière plus ciblée. Ce que nous avons fait, le travail a été fait par la profession. 22 000 amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale.
À elle seule, la France insoumise en a déposé 19 000. Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement, dénonce la stratégie d'obstruction du parti de Jean-Luc Mélenchon. Et ça va dans l'absurdité au point qu'il supprime les alinéas où on amène ce qu'on appelle le minimum contributif à 1 000 €. Il supprime l'alinéa qui vise à élargir le champ de la pénibilité au champ de la fonction publique. Que la manœuvre qui est proposée par la France insoumise, avec les absurdités que je viens de montrer,